On continue en parlant de série de Laurent comme premier. Donc, définition, une couronne ou un anneau peut-être. De la forme A de R1, R2, c'est mes notations. C'est l'ensemble de tous les Z dans C. Alors, je vais commencer par faire juste un anneau centré en 0. Tel que R1 est strictement plus petit que module de Z, qui est strictement plus petit que R2. Donc un anneau, on interdit ça, et finalement c'est toute cette partie. Donc on interdit ça et on interdit tout ça. Ok, et on autorise le fait que R1 soit égal à 0, et on autorise aussi le fait que R2 soit égal à plus l'infini. Donc un anneau, ça pourrait être un disque et pointé, ça va être en fait important pour nous, c'est le cas le plus important, juste un disque où j'ai enlevé un point. Et ça pourrait même être C, dont j'ai juste enlevé un point. À quoi ça ressemble une fonction holomorphe sur un tel anneau? Ben, si jamais j'ai une série somme des ANZN à un rayon strict supérieur ou égal à R1, R2, pardon, avec mes notations, et somme pour n allant de 0 à l'infini des BNZN, si elle a un rayon supérieur ou égal à 1 sur R1, alors qu'est-ce qui se passe quand je regarde somme pour n allant de 0 à l'infini des BN sur Z puissance n, plus la somme pour n allant de 0 à l'infini des ANZN. Sur mon anneau A de R1, R2, ben, module de Z est plus grand que R1 strictement, donc module de 1 sur Z est strictement plus petit que 1 sur R1, donc c'est plus petit que mon rayon de convergence, donc ça converge, et ici, module de Z est plus petit que R2, et rayon de convergence est supérieur ou égal à R2. Donc ça converge sur tout l'anneau. Et en fait, c'est mieux que ça, hein, comme finalement c'est juste composé avec 1 sur Z, mais ce qu'on voit, c'est des séries entières. Ça converge même normalement sur tout compact. La somme avec des modules converge. Et en fait, ce qu'on voit, c'est une fonction holomorphe. Pourquoi? Parce que ça, c'est une certaine fonction holomorphe appliquée à 1 sur Z, plus une certaine fonction holomorphe appliquée à Z. Par composition de fonctions holomorphes, je vois une fonction holomorphe. Donc ça, c'est un exemple de fonction holomorphe sur un anneau. Une somme de puissance de 1 sur Z, où le rayon de convergence de cette série-là permet à cette somme de puissance de converger, plus une somme de puissance de Z, avec la bonne hypothèse sur le rayon de convergence. Et ça, on va voir que ce sont en fait les seules fonctions holomorphes possibles sur un anneau. Dans le cas où on n'avait pas ce R1, on savait que les seules fonctions holomorphes possibles sur un disque ouvert, c'était les sommes de séries entières au voisinage de 0. C'est ce que nous a donné la formule de Cauchy. Et en fait, ici, on voit l'analogue. Quand on enlève 0, c'est qu'on doit autoriser une somme de puissance de 1 sur Z. Et en fait, c'est les seules choses qui sont possibles. Donc ça, on va l'écrire sous la forme somme pour n allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, puisque ça, finalement, c'est des puissances négatives de Z. Il faut bien comprendre, quand on écrit une somme de moins l'infini à plus l'infini, qu'on demande à ce que les deux sommes partielles, les deux séries, convergent. Alors, est-ce que je vais écrire tout de suite le développement, le théorème. Donc, toujours avec les mêmes notations. Soit f, une fonction holomorphe sur mon anneau R1, R2. Je pense que dans cette vidéo, on va faire que au voisinage de 0 et on verra le cas translaté plus tard. Admet un développement en série de Laurent.
C'est-à-dire qu'on peut écrire pour tout z, f de z égale la somme pour n allant de moins l'infini jusqu'à l'infini des an z puissance n. La série converge normalement sur les compacts. Et on a la formule, je pourrais l'écrire avec des cercles, oui. Quel que soit n, n égale 1 sur 2 pi, pardon, quel que soit r en rayon entre R1 et R2, je vais faire le dessin, n égale 1 sur 2 pi fois l'intégrale sur le cercle de centre 0 et des rayons R de f de xi sur xi à la puissance n plus 1 d'xi. Ok, donc là, peut-être je devrais faire le dessin. Et si jamais f se trouvait se prolonger en une fonction holomorphe, c'est-à-dire si on avait R1 égale 0, une singularité effaçable en 0, on retrouverait juste les mêmes coefficients que dans la formule de Cauchy. A0, ça fait bien l'intégrale de f de xi sur xi. Et donc on avait notre anneau qui était comme ça, donc c'était la partie intermédiaire entre mes deux disques, ça c'est R1 et tout ça c'est R2. On prend un R entre les deux, et si on intègre f de xi sur xi à la puissance n plus 1, donc ça c'est R1, et ça c'est mon R, ici. Si on intègre f de xi sur xi puissance n plus 1, on trouve les termes du développement, en particulier le développement en série de Laurent est unique, puisque réciproquement, si j'ai une série de cette forme, qui converge normalement sur les compacts, alors la limite est holomorphe, et les coefficients, on les retrouve à partir de cette formule. Alors pourquoi est-ce que la limite est holomorphe? J'ai pas encore j'ai pas encore montré dans ces vidéos que les fonctions holomorphes, c'est fermé pour la convergence normale sur les compacts. Ça suit assez facilement du théorème de Morera, par exemple, ou de la formule de Cauchy. Mais en fait, ici, encore une fois, si cette série-là converge, ça veut dire que la somme des puissances de 1 sur z converge et la somme des puissances de z converge. Mais la somme des puissances de 1 sur z, c'est juste une série entière appliquée à 1 sur z, et donc par nos propriétés sur le rayon de convergence, si ça converge pour tout z de module plus grand que R1, ça veut dire que le rayon de convergence de la série en z de puissance positive est plus grand que 1 sur R1, et donc on a convergence normale à l'intérieur des compacts, ce qui nous donne convergence normale pour la partie avec des puissances négatives, et la partie avec des puissances positives, le fait qu'elle converge, ça nous dit que le rayon de convergence est supérieur ou égal à R2, et donc on a convergence normale sur les compacts du disque de centre 0 et de rayon, du disque ouvert de centre 0 et de rayon R2. En mettant bout à bout, on obtient bien convergence normale des deux séries sur l'anneau. Alors, habituellement, on fait cette preuve-là, enfin en tout cas, on m'a toujours appris comme ça, toujours appris comme si ça faisait des dizaines d'années que je faisais des fonctions holomorphes tous les ans. On m'a appris comme ça, quand j'ai entendu parler de fonctions holomorphes, on est passé par la théorie de l'homotopie pour montrer cette formule-là. C'est ce qu'on trouve dans la plupart des livres. Alors, je n'ai pas introduit du tout d'invariance par homotopie des intégrales de fonctions holomorphes. Donc, je vais faire autrement. Mon but dans cette vidéo maintenant, c'est de montrer l'existence du développement en série de Laurent. Et de trouver cette formule-là. Donc, je vais plutôt passer en fait par les séries de Fourier finalement et les fonctions de plusieurs variables. Donc on prend une fonction f holomorphe sur mon anneau avec les rayons R1 et R2. Un petit lemme, c'est que si on regarde 1 sur 2pi fois l'intégrale entre 0 et 2pi de f de r exponentielle it dt,
Ça ne dépend, c'est une constante. Ça ne dépend pas de R, évidemment, pour que ce truc-là ait un sens, il faut que F soit défini. Donc R, je dois le prendre entre grand R1 et grand R2. Donc d'habitude, on montre ce genre de choses par homotopie, et en fait, on montrerait plutôt pour ce qui est l'intégrale de F sur le cercle, donc il faudrait qu'il y ait un IR exponentialité. Mais finalement, moi, j'intègre F de Z sur Z, pour ne pas avoir à me traîner le IR exponentialité, qui est tout aussi holomorphe. La preuve de ça... Bah, je vais introduire une fonction. Donc ça, je vais l'appeler phi de R. Je ne sais pas encore qu'elle est constante. Et je vais montrer qu'elle est constante. Et je vais introduire une fonction qui est psi de R et de t, qui est f de R exponentielle it. On va faire un peu de calcul diff. Je suis sûr que maintenant, vous adorez ça. Donc ça, c'est une fonction de R2 vers C. Je vais calculer ces dérivées partielles. Alors les dérivées partielles, je vais y penser comme les dérivées d'une fonction à valeur dans C. Donc qu'est-ce qui se passe quand je dérive par rapport à la variable R? Ben, j'obtiens la dérivée en R de ce machin-là, c'est-à-dire exponentielle it f' de R exponentielle it. Donc c'est un nombre complexe. Hein. Formellement, psi, il y a évidemment deux variables à l'arrivée, partie réelle et partie imaginaire. Donc ça, c'est ce dont la première coordonnée, c'est la dérivée de la partie réelle, et la deuxième, la dérivée de la partie imaginaire. Mais bon, on regroupe tout en un seul nombre complexe, parce que c'est bien plus pratique et condensé comme ça. Et maintenant, si je fais d rond psi sur d rond t, ben, qu'est-ce qui se passe quand je dérive en t ce truc-là? J'obtiens IR exponentielle IT f' de R exponentielle IT. Ok, mais maintenant, combien vaut ma fonction phi de R? C'est une intégrale à paramètres sur un segment, et à l'intérieur, j'ai une fonction C infini, puisque f, elle est holomorphe. Du coup, je peux sans aucun problème vérifier les hypothèses du théorème de dérivée d'intégrale à paramètres. Je vous laisse vérifier les détails. Et j'obtiens que la dérivée de ce truc-là, c'est 1 sur 2pi fois l'intégrale entre 0 et 2pi de la dérivée en R de ce machin-là, donc de d rond psi sur d rond R que j'ai écrite ici. Exponentielle it f' de R exponentielle it dt. Mais ça, maintenant, je regarde ça, je me dis, si j'intégrais une dérivée en t, ça serait mieux qu'intégrer une dérivée en R. Donc je multiplie par IR phi' de R, ça fait quoi? Ça fait 1 sur 2pi fois l'intégrale entre 0 et 2pi de IR exponentialité f' de R exponentialité, c'est-à-dire d rond psi sur d rond R de R et de T dt. Ok. Mais ça, finalement, pardon, j'ai mis un R justement. Encore une fois, ça c'était la dérivée en R qui venait du fait de faire dériver une intégrale à paramètres. Quand je multiplie par IR, le miracle de cette fonction radiale, ça me fait passer à un d rond psi sur d rond t. Et intégrer une dérivée par rapport à t contre la variable t, ben, ça fait juste 1 sur 2pi fois psi de R et de 2pi moins psi de R et de 0. C'est ça ce qui se passe quand on intègre une dérivée par rapport à t. On voit la valeur en 2pi moins la valeur en 0. Mais maintenant, on regarde ce que vaut psi de R et de 2pi, ça fait f de R. Psi de R et de 0, ça fait f de R, et donc ça fait 0. Donc, bon, en trichant un peu pour faire apparaître des dérivées partielles plutôt que de parler d'homotopie, on obtient que cette fonction est constante et ne dépend pas de R. Ça va être un lemme crucial, du coup je le garde au tableau. Alors j'ai trouvé ce très joli argument dans des notes de cours de Bernard Moret qui sont en ligne sur sa page web. C'est pas de moi, mais j'aime beaucoup. Quand même si c'est pas de moi. J'ai pas dit, il faudrait que je mette sur le forum. Pour préparer ces vidéos, j'ai principalement utilisé le livre de Rudin comme itinéraire, enfin pour choisir dans quel ordre je présentais les notions. J'ai parfois fait les mêmes preuves que lui, parfois pas parce qu'elles sont très rapides ou
Bref, des fois je voulais utiliser du calcul GLIFF ou de l'inversion locale, mais en tout cas c'est beaucoup inspiré par les notes de Roudin, en partie aussi par des notes d'un cours de Michel Audin qu'on trouve en ligne, et un peu par ces notes du cours de Bernard Moret, qui ont eux-mêmes certainement leurs inspirations. Je pense qu'on peut revenir très très loin en arrière en faisant comme ça, mais bon, je cite mes sources primaires. Ok, maintenant, si je veux trouver le développement en série de Laurent, on regarde pour... Donc j'avais dit que j'allais passer par les séries de Fourier. Donc pour R quelque part entre R1 et R2, on peut regarder la fonction qui a t associe f de petit r exponentielle it. Elle est c'est infini et de pi périodique. Et c'est infini puisque f était holomorphe. Donc on sait qu'on parle par la convergence, par le théorème de Dirichlet, si vous voulez, pour les séries de Fourier, il me suffirait de C1. On a que f de t, donc f de r exponentialité, pardon, cette fonction-là, elle s'écrit sous la forme somme pour n allant de 0 jusqu'à l'infini, de moins l'infini à l'infini, pardon, les coefficients de Fourier, de Cn exponentielle int, c'est les coefficients de Fourier, et le coefficient de Fourier d'une fonction, c'est 1 sur 2π, intégrale entre 0 et 2π, de f de t, exponentielle moins int, dt. Ok, sauf que, ici je me suis trompé, c'est pas f de t, c'est f de r exponentielle it, puisque c'est cette fonction-là que je suis en train de développer. Et là, qu'est-ce que je veux dire là-dessus? Oui, alors je voudrais faire apparaître oui. Ce que je voudrais montrer, c'est que c'est presque ce que je veux. Pourquoi? Parce que moi, ce que je voudrais, c'est f de z égale somme de an z à la puissance n. Si z, c'est r exponentielle it, ce que j'ai ici, c'est seulement exponentielle int. Il me manque mon r à la puissance n. Donc, ce qu'il faudrait, c'est que Cn sur r à la puissance n, ça soit un coefficient qui ne dépend pas du rayon. Ça doit être le coefficient an que je suis en train de chercher. Je voudrais écrire ça sous la forme an rn exponentielle int. Donc, je regarde Cn sur r à la puissance n pour n dans z, et Cn sur r à la puissance n, c'est écrit ici, ça fait 1 sur 2π, intégrale entre 0 et 2π de f de r exponentielle it sur rn exponentielle int dt. Mais ça, c'est quoi? C'est juste 1 sur 2π, intégrale de 0 à 2π, de g de r exponentielle it, avec g de z. Bon, g de z, on va écrire comme ça. G de z, c'est f de z sur z à la puissance n, qui est holomorphe sur mon anneau, puisque l'anneau, on enlève toujours 0. Donc, ça ne dépend pas. Cn sur r puissance n ne dépend pas de r par le lemme que pour une fois j'ai pris soin de ne pas effacer. Donc maintenant je peux l'effacer. Donc encore une fois, quand série de Fourier, je vois une fonction C infini de pi périodique, je peux dire que c'est la somme de sa série de Fourier. Je connais la formule pour les coefficients de Fourier, ça c'est juste un produit scalaire dans L2 en utilisant le fait que les exponentielles int forment une base orthonormée. Et une fois que j'ai ça, je me dis il faudrait que j'ai Cn sur r à la puissance n pour arriver à avoir un développement sous la bonne forme. Et il se trouve que quand on regarde Cn à la puissance n, on va apparaître l'intégrale de g de r exponentialité dt, où g est une fonction holomorphe. On applique le lemme à la fonction g. Donc on peut écrire que Cn, ben, ça vaut, si Cn sur r puissance n, ça ne dépend pas de r, ça veut dire que Cn, c'est une constante fois r à la puissance n. D'accord? C'est une fonction constante.
Ok, donc maintenant je peux effacer ça. Et donc qu'est-ce qu'on a obtenu? Que pour tout R entre R1 et R2, et pour tout T entre... Bon, pour tout T en fait, hein, parce que c'est deux pieds périodiques, f de R exponentielle IT, c'est la somme qui est encore ici, c'est la somme pour n allant de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, de AN Rn exponentielle INT, c'est-à-dire f de Z égale la somme pour n allant de moins l'infini jusqu'à l'infini des AN Z à la puissance n. Pour tout Z dans mon ami. Ok. Et la convergence de la somme, elle était garantie par les théorèmes sur les séries de Fourier, le théorème de Dirichlet que j'ai appliqué ici. Et du coup, je sais que j'ai, par mes propriétés des rayons de convergence, etc., je sais que j'ai bien convergence normale sur les compacts, tout ce qu'on avait attendu. Du moment que ça converge en tout point, ça, comme pour des séries entières, ça va converger normalement. Et il me reste juste à écrire ce qu'on a obtenu pour AN avec A indice n égale, ben, A indice n il est écrit ici, c'est 1 sur 2pi intégrale de 0 à 2pi de f de R exponentialité sur Rn exponentielle INT dt. Ok, donc là je vais l'effacer, mais je le remontre ici. C'était la formule que j'avais pour AN. Et ça, si je repense en termes d'intégrale sur le cercle de centre 0 et de rayon R, alors si je veux intégrer sur un cercle, il faudrait que j'ai IR exponentialité qui apparaisse, donc je mets un I ici, et il me manque un R exponentielle IT là pour faire apparaître la dérivée du paramétrage. Donc j'ai f de xi, mais sur xi à la puissance n plus 1 des xi. Donc ça, c'est le coefficient qu'on avait annoncé au départ. Et encore une fois, l'unicité des coefficients, ben, ça vient soit du fait qu'ils avaient été obtenus comme coefficients dans le développement en série de Fourier, soit d'un échange ici série intégrale. Ok, et est-ce que je vais préfigurer quand même le théorème des résidus? Oui, pour finir. Donc là, on a fini notre preuve, on a obtenu développement en série de Laurent avec la formule pour les coefficients. Et en particulier, c'est important pour nous quand notre anneau, ça sera un disque et pointé. Alors, j'ai tout fait au voisinage de 0, mais évidemment, je le referai au début de la prochaine vidéo, j'écrirai la formule directement avec un Z0, mais si j'étais sur un anneau centré en Z0, ben ici, j'aurais xi moins Z0 à la puissance n plus 1, c'est tout ce qui se passe quand on translate. En particulier, si f est holomorphe, je vais rester au voisinage de 0 sur un voisinage de un disque ouvert, mais peut-être pas en 0. On peut écrire f de z sous la forme somme pour n allant de moins l'infini jusqu'à l'infini des an z puissance n. Je rappellerai les définitions après, mais A-1 c'est le résidu de ce développement, en 0 de ce... Et maintenant, juste pour voir apparaître le théorème des résidus, une fois qu'on sait qu'une fonction holomorphe
sur un disque épointé, je pense que j'essaierai quand même de faire plus général que le cas convexe, j'essaierai de faire le cas étoilé. Une fois qu'on sait qu'une fonction holomorphe est de cette forme, donc on va rester dans le cas convexe, soit gamma un lacet dans le disque de centre 0 R et qui ne passe pas par 0, ben combien vaut l'intégrale sur gamma de f de xi d'xi? Mettons que je suis en train d'essayer de calculer cette intégrale. Ça fait l'intégrale sur gamma de la somme pour n allant de moins l'infini jusqu'à l'infini des an zn. Mais j'ai dit qu'on avait convergence normale sur les compacts de cette série, de la série de Laurent. Donc par convergence normale, on peut échanger somme et intégrale. Donc formellement, j'échange deux sommes, la somme de moins l'infini à 0 et la somme de 0 à l'infini, mais c'est la linéarité de l'intégrale. Donc c'est la somme de moins l'infini à l'infini des intégrales sur gamma de an z à la puissance n. Mais finalement, c'est quoi ça? L'intégrale de... Alors pourquoi j'ai des... Pardon, ça devrait être des xi, vu mes notations. Et ça, quand j'intègre xi à la puissance n sur un lacet, on sait que pour n'importe quel n différent de moins 1, cette fonction admet une primitive, donc l'intégrale vaut 0. Donc il me reste juste a moins 1, donc je vais appeler ça le résidu de f en 0, multiplié par quoi? Alors là, je vais me planter dans mes normalisations. Quand j'intègre fois 2i l'intégrale sur gamma de 1 sur xi, ça fait 2i indice de 0. Voilà. Donc, quand j'intègre f sur un lacet tracé pour l'instant seulement dans ce disque privé de 0, je vois une intégrale d'une série de Laurent. Une série de Laurent, sur son anneau de convergence, ça converge normalement sur les compacts, ce qui est largement suffisant pour justifier l'échange intégrale de somme égale somme des intégrales. Du coup, résidu, ça, l'intégrale d'une puissance de xi, ça fait 0 pour tout n, sauf pour n égale moins 1. Donc il me reste, dans toute cette somme infinie, finalement, il me reste juste une intégrale, qui est l'intégrale de a moins 1 xi puissance moins 1. A moins 1, c'est ce que j'ai appelé le résidu de f en 0, et l'intégrale de 1 sur xi d'xi sur gamma, c'est juste 2i fois l'indice de 0 par rapport à gamma. Donc quand j'intègre f, ce qui reste après intégrer, c'est le résidu, et on vient de voir un cas particulier du théorème des résidus qui fera l'objet, sans surprise, de notre prochaine vidéo. Merci.